Très chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission Mon avis compte décernée à la gente féminine. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la question de la violation des droits humains, la participation de la femme dans les sphères de décision. Pour échanger de cette thématique, nous recevons pour vous à cette émission Madame Ali Dada, une dame à plusieurs casquettes. Elle est vice-présidente de la Commission nationale des droits humains et membre de l'association des femmes sociologues. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. J'ai également à m'accompagner Kadi Traoré. Bonjour Kadi. Bonjour Annick. Alors pour commencer, qu'entend-on par droits humains? Les droits humains, c'est tout ce qui va dans le cadre de la protection de la dignité de l'être humain. Voilà. C'est tout ce qui tourne autour de la dignité, toute l'intégralité de l'être humain. Et les droits humains sont là pour pouvoir les protéger, voilà, et tout faire pour que aucune atteinte ne soit portée par rapport à cela. Alors, la Commission nationale des droits humains, CNDH, reste préoccupée par la multiplication des actes de violence intra- et intercommunautaires comme moyen de résolution des conflits, avec pour corollaire des atteintes aux droits humains. Alors, quel est le rôle de la Commission pour la défense des droits de l'homme? Ok, la Commission nationale des droits humains, où je suis membre, a pour rôle surtout de promouvoir les droits humains. Et quand on parle de promotion, ça veut dire quoi? C'est d'abord assurer la vulgarisation des différents mécanismes juridiques, voilà, en lien avec les droits humains, tout ce qui les lois, voilà, et également, et en plus de la vulgarisation de ces lois-là, sensibiliser également l'opinion publique sur ces lois et sur leur devoir de respecter ces lois et les droits également qu'ils ont en lien avec ces instruments juridiques qui sont là pour les protéger. Et mieux encore, et en termes de promotion, il y a également le renforcement de capacité que la Commission peut faire également. Et en plus de renforcement de capacité, la Commission mène également des études, voilà, sur les questions des droits humains qu'elle publie. Donc, c'est pour ce qui concerne la promotion. Maintenant, il y a la mission de protection et de défense. Maintenant, pour la mission de protection et de défense, la Commission est là pour vraiment interpeller les premiers responsables par rapport à toutes sortes de violations de droits humains. Voilà, leur dit de faire vraiment attention quand ils en font trop. Et également, la Commission aussi, elle reçoit des plaintes, que ce soit des plaintes individuelles ou des plaintes collectives, elle les reçoit et elle peut orienter juridiquement les plaignants ou elle peut apporter une assistance juridique. Elle peut même faire de la conciliation. Voilà. Et sans oublier que, toujours dans la protection, elle fait du monitoring dans les lieux de privation de liberté, tels que les prisons, les centres de réinsertion des jeunes, les centres psychiatriques, voilà. Donc, elle fait du monitoring également. Et dans tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que face aux différentes violations des droits humains, la Commission, dans le cadre de son monitoring, qui est une de ses missions très phares, et également, toujours dans ce cadre du monitoring, elle peut mener des enquêtes, voilà, et produire des rapports. Voilà, donc elle produit non seulement un rapport annuel, et elle fait également des rapports circonstanciés quand il y a face à une situation particulière. Par exemple, si vous prenez la situation des Yirgou, la Commission, en collaboration avec le HCRUN, a pu produire un rapport où elle a eu à faire vraiment des recommandations fortes aux premiers responsables de la gestion du Burkina Faso. Est-ce que la commission est indépendante dans Elle ces est mouvements? indépendante. Mais qu'est-ce qui a nécessité même à sa mise en place? Et vous voyez, au sein d'un pays, il faut qu'il y ait des institutions indépendantes comme la CNDH sur les questions des droits humains
pour pouvoir vraiment protéger véritablement les choses, la population, nous protéger nous tous. Et quand vous aviez par exemple des premiers responsables qui ont entre leurs mains le pouvoir, si vous n'avez pas des institutions comme ça à côté, qui travaillent de façon indépendante pour de temps en temps les interpeller ou leur demander de faire attention par rapport à la détention du pouvoir qu'ils tiennent, si elle n'existe pas, beaucoup de dérives peuvent arriver. Voilà, donc la commission est là aussi pour cela. Et elle est très importante. Basée à Ouagadougou, oui, le siège. Est-ce que vous êtes représenté dans les autres régions du Burkina Faso? Pour le moment, non. Pour le moment, non, mais nous travaillons à cela parce que nous prévoyons vraiment avoir des représentations au niveau régional et même au niveau provincial. Mais il faut reconnaître que la commission, la loi a été relue. Voilà, en 2016, c'est d'ailleurs la première loi, voilà, de 2016. Et quand vous prenez cette loi, elle respecte vraiment les principes de Paris. Et on a vraiment donné beaucoup d'autonomie et d'indépendance à la CNDH actuelle. Et nous avons été mis en place seulement qu'en 2018 que nous avons été nommés. Voilà, donc pour une CNDH avec une telle nouvelle configuration, il faut reconnaître que c'est petit à petit que nous sommes en train de prendre notre envol au fur et à mesure, quoi. Voilà, donc pour le moment, au niveau régional, nous n'avons pas de représentation. Mais vous recevez, je veux savoir, quand vous êtes basé à Ouagadougou, pour le moment vous n'êtes pas représenté, est-ce que vous recevez des plaintes souvent dans les autres endroits du Burkina Faso, les autres régions du Burkina Faso? Oui, nous recevons des plaintes. Et les défenseurs des droits de l'homme sont partout. Et dès que... Je parle de la commission. Oui, je parle, voilà. Et, oui, nous recevons des plaintes, voilà. Nous recevons des plaintes des différentes... Ça vient, voilà, et nous les traitons. Et quelles sont les plaintes qui vous reviennent le plus souvent? Bon, les plaintes qui nous... Bon, pour le moment, si vous vous rappelez, il y a eu, et dans le cadre de l'insécurité, voilà, et au niveau du centre nord, il y a eu des morts, des défenseurs des droits humains qui ont connu la mort dans des situations qui n'ont pas été très bien élucidées. Voilà, donc ils ont saisi la commission. Quand vous prenez également la discrimination au niveau de la communauté Peul, voilà, il y a une structure associative également, voilà, ils nous saisissent. Ils nous saisissent par rapport à choses. Bon. Des viols aussi. On a pris des viols à l'endroit des enfants, voilà, les déplacés internes là. Et en termes, quand on reçoit les plaintes, on ne peut pas, pour la protection même des plaignants, on ne peut pas venir être très précis par rapport aux différentes plaintes que nous recevons. Donc c'est très délicat, mais comme ça, c'est des choses, c'est passé à la presse, ces derniers sont sortis, ils ont fait des conférences de presse, c'est pourquoi je me permets de vous en parler, mais je ne peux pas rentrer dans les détails des différentes plaintes que nous recevons, parce que nous devons également protéger ceux qui viennent vers nous, les plaignants. D'accord. Okay. On a l'impression qu'au Burkina, les droits de la femme sont plus ou moins bafoués. Est-ce que les droits de la femme sont respectés au Burkina? Bon, quand vous dites bafoués, je dirais que c'est trop fort. Et elles ne sont pas respectées, je peux dire oui, mais bafouées, non. Il faut reconnaître quand même que nous avons un ensemble d'instruments et de mécanismes juridiques, voilà, qui ont été adoptés, et le pays même a adhéré à cela, que ce soit les mécanismes au niveau régional ou international, voilà. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une volonté, voilà, de protection des droits de la femme qui est là. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est dans l'application de ces instruments et de ces mécanismes juridiques. Parce que c'est bien beau, on a des lois qui nous protègent. Maintenant, est-ce que sur le plan, de façon concrète, est-ce que c'est vraiment appliqué? C'est ça. Est-ce que la politique qui est en place travaille à ce que
ces instruments juridiques qui ont été ratifiés par le Burkina Faso, voilà, sont bénéfiques. Donc, c'est là toute la question. Voilà. Et concernant le quota genre, il y a eu des réformes pour une meilleure participation de la femme dans la vie politique. Alors, quelle est la place de la femme dans la vie politique selon vous? Aujourd'hui, si l'on regarde avec l'évolution qu'on a eue avec la loi sur le quota, qui est une loi, c'est depuis 2009 qu'on a cette loi. Et je dirais que par rapport à la participation politique de la femme, on a tenté de faire un effort pour essayer vraiment de résoudre, parce que je dirais cette loi est là vraiment pour résoudre une injustice sociale. Voilà. Parce qu'il y en a qui la qualifient de favoritisme, mais nous on dit non, c'est une injustice sociale que l'on veut vraiment réparer. Et beaucoup d'efforts ont été faits, mais malheureusement, on a senti autour de cette loi vraiment un manque de volonté politique. Parce que quand vous prenez la monture de la loi en 2009, qui avait des sanctions vraiment négatives, où vraiment les partis politiques qui ne respectaient pas la loi perdaient une partie de leur financement. Et aujourd'hui, quand vous regardez la loi qui a été relue à l'Assemblée, c'est vrai qu'ils ont tenu compte du positionnement des femmes en imposant la liste zébrée. Mais la sanction a perdu de toute sa valeur, puisque d'une sanction négative, on est passé à une sanction positive. Aujourd'hui, le parti n'est plus tenu de respecter. Ça veut dire quoi? S'il ne respecte pas, on ne lui fait rien. S'il respecte, on lui fait un bonus. Voilà. Mais, quand je regarde, on se pose bien la question, qu'est-ce qui a bien prévalu à cela? Parce que, avec la loi, on s'est rendu compte que, surtout en 2015, avec les élections de 2015, on est reparti en arrière, même avec l'existence de cette loi. Quand on regarde le taux de représentation des femmes au niveau de l'Assemblée, ça a vraiment chuté. Maintenant, au niveau du gouvernement aussi. On a cru que c'est vraiment en essayant d'avoir le maximum de femmes sur les listes, sur les têtes de liste, c'est ça qui allait nous arranger. Et c'est pourquoi nous avons plaidé pour qu'il y ait les listes zébrées. Voilà. Et en ayant les listes zébrées, on est sûr quand même qu'on aura pas mal de femmes têtes de liste. Mais malheureusement, quand on vient ajouter cette sanction qui fait que le parti n'est pas tenu de le respecter, c'est un peu compliqué. Mais bref, quand moi, si je dois donner mon avis autour de cette loi-là, en fait, on dirait qu'on s'est laissé piéger. Avant même cette loi, si vous regardez l'évolution de la représentation de la femme au niveau de l'Assemblée, ça partait en montant. Et dès qu'on a eu la loi, la courbe a commencé à chuter. Est-ce que vraiment la dynamique qu'il y avait au niveau des femmes pour pouvoir vraiment se battre, pour être dans ces sphères de décision-là, il n'y a pas eu un relâchement parce qu'il y a eu cette loi. Est-ce que la femme ne s'est pas dit, voilà, maintenant qu'ils sont obligés de faire avec nous, je n'ai plus à me battre, on va me mettre sur les listes en tête de liste. Est-ce que ce n'est pas le cas? Il faut se poser cette question. Et puis, il faut se dire que la politique, c'est très délicat. Quelqu'un qui crée son parti politique, tu viens parce que tout simplement tu es femme, tu veux qu'il te positionne en tête de liste, alors que lui, il va dans les élections pour gagner. C'est quand même difficile. Mais cela veut dire que la femme ne peut pas apporter quelque chose au parti ou quoi? Quand vous dites que je crée mon parti et tu veux que je te mette à la tête de la liste, est-ce que la femme n'est pas capable d'apporter quelque chose? La femme est capable, elle doit montrer qu'elle est capable. Elle ne doit pas attendre que ça soit sur la base d'une loi sur le quota qu'on la positionne. Mais ça ne se passe pas comme ça, vous qui êtes même... présidente de l'association... Vice-présidente. Non, je parle de l'association. L'association des femmes sociologues. Oui. Vous êtes la présidente ou la vice-présidente? Je viens d'être la présidente de l'association des femmes sociologues. Mais comment ça se passe au niveau des femmes? Est-ce qu'elles ne sont pas capables de déterminer? En fait,
c'est pas que la femme n'est pas capable. La femme il faut reconnaître qu'on a du chemin à faire, que ce soit sur le plan éducation, que ce soit sur le plan de l'autonomisation financière, parce que ne va pas en politique qui le veut, mais qui le peut. C'est ça. Il faut un minimum de bagages pour pouvoir s'engager en politique. On ne peut pas se lever comme ça, gratter sa tête et puis dire « je vais en politique ». Et quand vous regardez, pour pouvoir maîtriser même son fief, sa province et pour pouvoir être élu, ça veut dire qu'il faut falloir pouvoir mobiliser. Et qui dit mobilisation, dit moyens. Et qui dit moyens, c'est les moyens financiers et tout, que ce soit les compétences. Voilà. On a des femmes compétentes. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elles s'intéressent à la politique? Celles qui s'intéressent à la politique, est-ce qu'elles ont également ces moyens financiers? Cette année, le ministère de la promotion de la femme a fait un effort, beaucoup d'efforts avec beaucoup d'entreprises et beaucoup d'accompagnement sur l'autonomisation financière des femmes avec des soutiens au niveau de l'entrepreneuriat. Je pense que ça va aider. Parce que tant que tu seras dans une certaine indigence, ce n'est pas la politique qui sera ta préoccupation. Voilà. Donc la femme veut bien, mais il lui faut un accompagnement. Voilà. Et il faut que les femmes sachent aussi qu'elles doivent travailler à maîtriser vraiment leur fief. Par exemple, si je veux faire la politique, ce n'est pas du jour au lendemain. Par exemple, quand je regarde aujourd'hui, il y a des femmes, quand je les regarde, elles n'ont même pas besoin d'un parti politique pour être élues. Parce que à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des difficultés pour être bien positionné sur les listes, ça veut dire que nous avons un gros travail à faire et on doit fournir beaucoup plus d'efforts que les hommes. Et si la femme se met cela dans la tête et qu'elle fonce, ce ne sera pas elle qui ira vers les partis, ce sont les partis qui vont courir vers elle et qui vont la marchander pour la mettre sur la liste, en tête de liste. Donc, vous voyez, donc, la femme doit se mettre cela dans la tête. Et je pense que quand je regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont compris cela. Quand je regarde à l'Assemblée aujourd'hui, il y a des femmes là. Elles ont tellement travaillé que pour les élections qui viennent là, n'importe quel parti qui viendra va les positionner en tête de liste parce qu'ils savent qu'avec celle-là, je gagne. Alors, en ce qui concerne la vie professionnelle, les femmes ont toujours du mal à trouver leur place dans le management des entreprises. Alors, pour vous, cela est-il un manque de volonté ou de compétences? Non, ce n'est pas un manque de volonté ni de compétences. Et il faut reconnaître que quand on regarde même sur le plan socio-culturel, de la manière dont nous éduquons la jeune fille, on ne la prépare pas à un certain leadership. Voilà. Donc, ça fait déjà un certain nombre d'handicaps pour elle. Parce que vous verrez, maintenant, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça existe des femmes qui font tout pour occuper vraiment des postes de responsabilité. Mais il faut reconnaître qu'il y en a toujours pour pouvoir les amener à s'engager. Ce n'est pas facile. Et en matière de management, je peux vous dire qu'une femme a plus de qualité même qu'un homme. Ouais. Parce que quand vous regardez, la femme est multitâche. Regardez comment nous gérons nos foyers, nos ménages. Elle arrive à s'adapter. Elle arrive à s'adapter et à faire plusieurs choses à la fois. Alors qu'un homme, il est difficile. Prenez un exemple simple. Quand vous prenez, un homme doit préparer, par exemple, du riz simplement. Là. Quand il va mettre l'eau du riz, là, il va s'arrêter sur le foyer là-haut, ça va bouillir, il va mettre le riz, il va attendre que ça cuise. Vous voyez? Alors que la femme va te mettre le riz, elle va partir faire la lessive pour son... en attendant, elle va pouponner son bébé, elle fait beaucoup de choses à la fois. La sauce même à la fois que le riz. Voilà. Donc, elle a déjà ça en elle qui est un atout. Donc, imaginez la femme dans une entreprise avec plusieurs directions. Ça veut dire que déjà avec ça, elle a une certaine aisance que l'homme n'a pas. Parce que l'homme, quand il tient un dossier, il brise, il est sur ça, tant qu'il n'a pas fini de le gérer, voilà, il ne passe pas à autre chose. Donc, je peux dire que la femme a beaucoup d'atouts
pour pouvoir vraiment réussir un bon management. Mais le problème des femmes, c'est quoi? Quand elles se retrouvent, par exemple, au milieu des hommes, quand elle a la tête, dès que on essaie un peu de lui mettre des bâtons dans les roues, elle se laisse à baisser les bras. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas les regards aussi dans notre société? Il y a le regard aussi qui, peut-être, je pense, qui fait que la femme souvent a tendance à baisser rapidement les bras. Il faut le surmonter. Parce que si on se reste accroché à ces regards-là, on ne va jamais avancer. Parce que c'est fait à dessein, c'est pour te déstabiliser. Au contraire, quand elle occupe des sphères de décision ou bien elle est dans une situation, dès que tu poses un acte et tu sens qu'on veut casser ta dynamique, c'est en ce moment même que tu dois montrer que ce que l'on veut, là où on veut t'amener, il ne faut pas donner l'occasion qu'on t'amène là-bas. Ça veut dire que tu fais tout pour être encore plus compétente. Mais quand ça vient de, par exemple, la belle famille qui compte beaucoup, je sais qu'ils ne sont prises par le temps, mais là, j'aimerais vraiment que Madame Da réponde à cette question qui est vraiment un gros problème pour les femmes. Au niveau du foyer. Au niveau du foyer, la belle famille, souvent, qui a tendance à dire qu'une femme qui fait la politique, excusez-moi pour le terme, est une prostituée, par exemple, elle est appelée à côtoyer beaucoup d'hommes et tout. Et quand ce problème... par exemple, vous êtes dans l'association, est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de problèmes et comment gérer cela? La belle famille vient faire quoi dans ton histoire de foyer? Mais nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, c'est vrai, mais il ne faut pas laisser, il ne faut pas que ça vienne te perturber. Tu as épousé un homme, c'est vrai qu'on dit en Afrique, quand tu épouses un homme, tu épouses aussi sa famille. Mais ce que la belle famille veut, ils n'ont qu'à raconter, pourvu que toi tu arrives à avoir la confiance de ton mari. Et c'est là-bas d'abord que les femmes doivent travailler. Si tu t'es engagé dans la politique sans la bénédiction de ton mari, si tu as des problèmes, il ne va jamais t'épauler. Mais si c'est avec lui, avec son soutien que tu t'es engagé, quel que soit ce que l'on va dire sur toi, tu auras toujours le soutien de ton mari et ça ne pourra jamais ébranler ton élan. Moi, je pense que émancipation pour émancipation, il faut reconnaître aussi que nous en avons fait trop. C'est vrai, égalité là. Oui, nous en avons fait trop aussi, nous les femmes. Égalité, dignité, même dignité que l'homme, voilà, je suis d'accord. Mais il faut reconnaître que quand on est dans le milieu familial là, l'homme est là et il restera toujours le maître de la cellule familiale. Et dans un bateau, il y a toujours une tête. Et quand on dit une cellule familiale, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association où on rentre se chiffonner. C'est toute une famille, c'est toute une organisation où vous avez une grande responsabilité d'éduquer des enfants qui doivent être des bons citoyens pour la société de demain. Donc ça veut dire quoi? Dans ce bateau-là, s'il y a une tête, la tête mérite d'être respectée. La tête mérite considération. Et c'est la femme qui doit travailler dans une situation de soumission. Et quand je dis soumission, ça ne veut pas dire être esclave de ton homme. Ça veut dire travailler à ce que l'homme puisse adhérer à ses ambitions. Et une fois que l'homme adhère volontairement à tes ambitions, il n'y aura plus de problème. Si c'est lui qui le veut, au contraire, il va t'accompagner. Et une fois qu'il t'accompagne, ça veut dire qu'il y aura une certaine cohésion entre vous, une certaine complicité, et du coup, ça ne va pas entraîner des crises au niveau de la famille, et les enfants aussi, vous serez un modèle pour eux, et leur éducation ne va pas, parce que quand on dit politique là, une femme, tu as la responsabilité de t'occuper non seulement des enfants et de ton époux. Et la politique aussi te demande beaucoup. Tu dois tout le temps partir. Si ton mari n'est pas prêt à boucher le vide que tu vas laisser, ça veut dire que ce vide-là, tu veux que tu viennes le combler. Pourtant, c'est ensemble que vous devez pouvoir réussir votre vie familiale et votre vie conjugale. Donc, même dans nos formations pour les femmes, c'est vrai, on parle d'émancipation, d'égalité, tout, mais on leur dit, la cellule familiale, là, elle est appelée à être stable. Et c'est quand elle est stable que tu vas briller dehors et que même on va t'apprécier dehors. Quand elle n'est pas stable, là, on va utiliser ça comme étant... C'est des brèches que tu vas ouvrir pour pouvoir t'ébranler dans ton élan politique. Voilà.
Alors parlons à présent de sociologie. En tant que femme sociologue, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que la sociologie? C'est tout simplement l'étude des faits sociologiques. Par exemple, on a beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés qui méritent vraiment d'être étudiées, d'être compris. Et si l'on veut soit les améliorer ou encore si elles ne sont pas vraiment profitables, on veut vraiment les enrayer, ça veut dire qu'il faut aller mieux les analyser, mieux les comprendre et pour pouvoir, ceux sur lesquels ça a des effets, pour pouvoir mieux vraiment leur expliquer la portée de tout cela. Voilà, c'est l'étude des faits. Voilà. Et quel est le rôle, quel est le rôle de la femme dans la société? La femme a un grand rôle dans la société. D'abord, quand on prend la femme, c'est d'abord la cellule familiale. C'est l'éducatrice de la société. Aujourd'hui, si une société va mal, les femmes qui sont les mères, qui sont les épouses, doivent se poser beaucoup de questions. Parce que l'homme de demain, la femme de demain, qui est appelée à gérer la société, passe entre les mains d'une femme qui façonne son éducation. Si la femme ne réussit pas là-bas, si elle offre à la société des délinquants, c'est elle. Si elle travaille à offrir à la société des hommes bien faits, civilisés, c'est elle encore. Donc la femme a un grand rôle à jouer. Déjà même le devenir d'une société dépend d'elle, dépend de la femme. Donc le rôle de la femme dans la société, elle est très importante. Il ne faudrait pas que les hommes aussi se lavent les mains. Les hommes ne se laveraient pas les mains, ils savent très bien, ça veut dire... Et quand je dis la femme d'abord, parce que quand vous regardez l'enfant, bas âge, depuis le bas âge, l'enfant est plus proche de sa maman. Voilà. Et c'est petit à petit, quand il grandit, qu'il commence à se rapprocher au fur et à mesure. Et tout se passe dès la base. Voilà. Par exemple, quand je prends par exemple les injures, j'aime dire aux enfants, aux mamans, n'insultez pas vos enfants. Parce que si vous les insultez, ils vont insulter demain. Et demain, ils vont même insulter des plus âgés qu'eux. Voilà. Parce que l'enfant, c'est tout ce qu'il emmagasine dès son enfance, là, dès le bas âge. C'est ça qui forge son comportement. Donc, la femme a un grand rôle à jouer. Ne serait-ce que le rôle d'éducation, là, déjà, c'est déjà pas mal. Et quand on veut prendre les autres encore, prendre soin de la maison, voilà, il y en a plein. Voilà. Nous sommes déjà pris par le temps. Merci à Madame Da d'être venue à cette émission et d'avoir donné votre avis sur tous ces thèmes. Merci également à Kadi Traoré. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.